fiscale et pénale. Cependant, aujourd'hui, seulement 800 contrôles ont été effectués, 350 achevés, pour 160 millions d'euros recouvrés au lieu de plusieurs milliards attendus à l'époque par Bercy. Alors, pourquoi la liste des 3000 ne contenait justement que 3 millions et pas les 8000 initiaux? Donc, le procureur de Montgolfier a laissé entendre que la liste avait été expurgée. Et enfin, pourquoi si peu de contrôles ont été effectués jusqu'à présent? Dès qu'on commence à lutter contre ça, on est suspect. La presse vous lâche. La presse passe son temps à dénoncer l'évasion fiscale, les mauvais français, etc. Quand vous y attaquez directement, alors on commence à se dire « Ah, mais est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Cette liste, est-ce qu'elle n'a pas été volée ?» Et on vous commence à vous mettre en procès, en accusation, ce que j'ai été pendant de longs mois sur ce sujet. C'est insupportable. C'est juste insupportable. Insupportable. La presse française se fait le porte-parole des évadés fiscaux. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement. Et croyez-moi, en Allemagne, en Angleterre, au Canada, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Alors cette liste, c'est 3000 parce que c'est 3000 comptes actifs. Donc vous recevez une liste avec je ne sais pas combien, 6000, 7000, 8 millions de Français. Il y en a plein qui n'existent plus, il y en a plein qui sont morts, il y en a plein qui n'ont plus de compte qui bougent depuis 10 ans. Enfin, faites 2 minutes confiance à l'administration fiscale, quoi. Au service d'enquête de l'administration fiscale. On peut peut-être 2 minutes leur faire confiance. Enfin, juste quand même dire ça. Évidemment, tout ça a été contrôlé à la fois par le président de la Commission des Finances, qui à l'époque était socialiste, M. Guido, et par le rapporteur général. Donc, il n'y a pas de suspicion à avoir. Après, est-ce que c'est bien ou pas d'utiliser une liste volée? Est-ce que c'est bien ou pas de s'évader fiscalement? Je sais pas. Elle a été volée. Bah oui, elle a été volée. Ok, nous, on n'a pas demandé à ce qu'elle soit volée. Qu'est-ce que vous en faites quand vous la recevez sur votre bureau? Enfin, je pense que le débat n'est pas là. C'est juste pourquoi, justement, l'administration fiscale n'a pas été assez loin, peut-être. Mais elle est allée très très loin. Il n'y a que 800 sur les... Qu'est-ce que vous faites quand vous recevez une liste comme ça sur votre bureau? Votre administration vous dit on a ça, alors vous l'enterrez? Ce serait formidable. On n'en tient pas compte. C'est pas possible. On est obligé d'en tenir compte. C'est pour ça qu'on en a tenu compte en liaison avec tous les autres fiscs. Tout ça s'est fait de façon extraordinairement sérieuse, méthodique, mais c'est vrai, avec un certain volontarisme. J'aurais pu y mettre aucun volontarisme. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas les noms des gens qui étaient sur les comptes. Moi, c'était pas le problème du ministre. C'était comment faire quelque chose qui puisse changer la politique sur ce sujet-là. C'était pas d'attaquer ces gens-là. C'était de dire, je détiens une liste, sans préciser le nom de la banque. Je détiens une liste de noms. Voilà. Si vous avez un compte en Suisse, parce que c'était essentiellement des comptes en Suisse, si vous avez un compte en Suisse, ben, ce serait bien de régulariser. Carotte, bâton. Ce serait bien de régulariser. Il ne faut jamais mettre les gens dans une seringue, dans une impasse. Il faut leur dire, écoutez, vous ne savez pas si vous êtes société, parce que vous n'êtes pas dit. Mais donc, il y a 3 ou 4 000 noms, vous avez un compte en Suisse, régularisé. Et on vous offre les capacités de le faire sans que ce soit une amnistie, évidemment. Et on met en place un dispositif. Et vos avocats, ils peuvent appeler. Et puis on commence à réfléchir autour de tout ça. C'est pas 800, c'est pas 120 millions. Nous avons récupéré plus d'1 milliard d'euros, de pénalités, et nous avons récupéré 5 milliards d'euros de comptes qui sont revenus. 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros. C'est quand même pas rien. C'était dans le budget supplémentaire de l'année dernière. Donc c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Après, moi je suis parti. Il fallait continuer cette action de façon puissante. Et je pense que nous avons fait suffisamment avec l'OCDE sur le sujet, notamment les listes d'État, listes grises, etc. On a mis ça d'actualité. J'ai travaillé avec le ministre des Finances allemand, Pierre Steinbrück, d'ailleurs il était un leader du SPD en ce moment. Donc ça a été un travail extraordinairement méthodique et fort. Et puis tous ceux qui n'ont pas, dont on a eu révélation, ont fait l'objet de contrôles fiscaux. Il y a eu 1000 contrôles fiscaux qui ont été déclenchés juste avant que je parte. Et vous savez, ça ne se fait pas en 2 minutes. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Et je pense que ces contrôles, ils vont continuer. L'administration fiscale, elle a de la mémoire et elle a de la méthode. On lui a donné des moyens. C'était pas pour accabler les Français. C'était pour essayer de lancer un message et de dire voilà, il y a des conventions fiscales, on les applique, mais quand c'est de l'argent qui sort de façon illégale, l'État, évidemment, vous rappelle à l'ordre. C'est ce que nous avons fait, sans chercher à stigmatiser qui que ce soit, hein, sans chercher non plus à donner des leçons de morale à qui que ce soit. Mais on a offert des solutions, et c'est les gens qui n'ont pas pris cette solution, ils se sont fait contrôler. Voilà. Et c'est une politique qui se menait sur 10 ans, constamment. Espérons que ça tiendra la route.
Dans une dernière partie, nous souhaiterions aborder rapidement les affaires récentes dans lesquelles vous avez pu être impliqué. Ces affaires sont toujours d'actualité et nous voulons vous laisser ici une occasion de vous expliquer sur ces événements qui vous ont éloigné des fonctions ministérielles et qui ont certainement dû vous coûter beaucoup personnellement. Alors, je rappelle d'abord à l'assistance la première affaire vous concernant. Donc, vous êtes soupçonné d'avoir remis la Légion d'honneur donc à Patrice Demestre, le gestionnaire de la fortune de Liliane Bettencourt, en l'échange de l'embauche de votre femme dans la société justement qui gère cette fortune. Donc, vous avez été mis en examen pour cela, mais toujours pas jugé. Alors voilà, est-ce que vous avez enfin peut-être votre version des faits, parce que c'est vrai, comme l'a rappelé Vincent, qu'on a eu énormément d'articles de presse ou de reportages télévisuels en tout genre, vous attaquant, ou en tout cas ne vous laissant pas la parole. C'est peut-être ici une occasion de le faire devant l'assistance. On m'a donné beaucoup la parole et je me suis beaucoup expliqué, sauf qu'on ne peut jamais entendre vos explications. Mais on m'a accablé de 1000 critiques. De 1000 critiques. Il y en a 998 qui sont tombés d'ailleurs parce qu'au fur et à mesure, c'était tellement stupide qu'elle a longue. Mais 2 ans, comme ça, c'est assez dur à vivre. Et si un jour ça vous arrive, vous verrez, c'est pas si facile que ça à vivre. Voilà. Moi, j'ai écrit un livre. Je réponds à tout ça dans le détail. Après, il y a des instructions judiciaires. Le juge, il fait son avis. Moi, juste un homme, il peut se tromper. Il peut beaucoup se tromper. Moi, je suis très clair. Je suis très, très à l'aise. Et l'attaque contre ma femme a été absolument odieuse. Odieuse. Et je n'accepterai de absolument personne. Mais absolument personne. Ma femme, elle a fait HEC comme moi. Elle a fait une maîtrise de droit. Elle a travaillé toute sa vie, quel que soit le nombre d'enfants qu'on ait eu. Elle a fait sa carrière. Elle n'a pas eu besoin de moi pour la faire embaucher nulle part. Et c'est inacceptable. Alors après, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais c'est inacceptable. Et je vois d'ailleurs que des femmes de ministres, aujourd'hui, que ce soit Madame Pulvar ou même la femme du président de la République, elles revendiquent l'idée qu'elles peuvent continuer à travailler. C'est pas un conflit d'intérêt. On peut être salarié du groupe Lagardère, on peut faire tout ce qu'on veut quand on est femme de ministre socialiste ou de président de la République, mais on ne peut pas l'être quand on est femme d'un ministre de droite. J'ai fait la différence. Il n'y a jamais eu de conflit d'intérêt dans le travail que j'ai mené. Et la presse peut écrire ce qu'elle veut. Je maintiens cela et je le maintiendrai jusqu'à mettre un avis. C'est entendu. Je voulais juste revenir sur le fait que on n'a pas, personne n'a remis, je pense, en cause directement les compétences de votre femme, mais les gens se sont interrogés sur comment dire, le concours de circonstances. Mais la vie entre la remise de la Légion d'honneur elle est pleine de concours de circonstances, pleine de concours de circonstances. Vous pouvez à un moment donné être amené à connaître quelqu'un, le proposer la Légion d'honneur quand vous êtes un député. Franchement, mes collègues proposent une bonne 50aine de personnes par an chacun, et trouver que c'est une bonne idée, et que la personne elle n'a pas nécessairement l'image qu'elle a 3 ans après, entre nous, elle a une autre image que celle-là, et puis le concours de circonstances, c'est qu'à un moment donné, tout d'un coup, cette personne propose à notre femme de l'embaucher, que c'est très bien. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Alors on peut les faire, ça je les vois très bien, mais on peut les faire, mais ça n'a pas été le cas, et c'est pas dans le même temps. Et Florence ne cherchait pas de travail. Elle en avait un très très bon, et il y avait plein d'autres propositions. Donc la question n'est absolument, on peut faire tous les liens, mais je vais autant vous dire que je peux la faire pour beaucoup de mes collègues et dans beaucoup d'endroits. Donc c'est juste insupportable comme technique. Je comprends que vous puissiez poser la question à un moment donné, mais moi je vous dis que, en fait, je suis le seul à savoir si c'est la vérité. Et donc je suis très à l'aise avec ça. Alors on va passer à une partie un peu plus détendue, avec... Non, mais je suis très détendu. En même temps, à la longue, ça commence à me bassiner. Et donc, on a mis en cause Nicolas Sarkozy aussi, sans arrêt, tout le temps. Tout ça a ses limites, uniquement parce qu'on rapproche des dates, parce qu'on fait des fixations sur un certain nombre de choses. Juste celui qui fait les rapports entre les dates, il n'a pas nécessairement raison. Donc, la vérité, elle peut être évidemment totalement ailleurs et beaucoup plus simple qu'on la croit. Il y a un peu de déontologie quand même, mais il y a de la morale beaucoup plus que ceux qui souvent vous donnent des leçons de morale. On m'a accablé sur l'hippodrome de Compiègne. On m'a accablé sur l'hippodrome de Compiègne. Pourquoi c'était l'hippodrome de Chantilly, la ville où j'ai fait merde. Il n'y a aucun intérêt à faire ça, sinon à faire en sorte que la politique immobilière de l'État elle soit enfin réactualisée, enfin remodelée. J'aurais pas dû le faire, probablement, mais on a réactualisé la politique immobilière de l'État, et on a vendu cet hippodrome qu'on a vendu bien d'autres biens, et si j'avais aujourd'hui à refaire et à re-signer, sauf que c'est pas moi qui ai signé, donc si j'avais aujourd'hui dans la même situation, avec la même administration des domaines et dans les mêmes systèmes, je le referais exactement de la même manière.
manière, n'en déplaise aux syndicats de l'ONF qui ont tenté de façon tout à fait détestable d'utiliser cette affaire pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Simplement, ils n'avaient pas envie de venir à l'enquête. Hein, il y a d'autres raisons derrière. Mais oui, il y a aussi eu beaucoup, enfin, on a aussi parlé de notre côté d'un matraquage médiatique, hein, donc il y a un petit peu des deux, dans les deux points de vue qui ont été donnés. Alors, pour la partie suivante. Ils ne sont pas si sensibles que ça, qui a été réélu dans la circonscription de façon. Et ceux qui vous connaissent ont toujours tendance à dire, mais au fond, ceux qui travaillent avec vous, ceux qui travaillent depuis que vous avez 20 ans, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont travaillé avec vous. Mais quand vous en avez plus de 5 ans, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec vous. Ils ont eu la capacité de savoir comment vous travaillez et sous quels critères moraux vous travaillez. Ceux-là, en général, ne les avaient pas entendus, ou plutôt entendus dans le bon sens. Donc, c'est au fond ce qui est réconfortant et qui finit vos électeurs de pauvres. Voilà, donc les législatives vont sûrement donner raison. Pour passer donc à la partie suivante, on a un petit rappel des règles. On va faire passer des photographies de personnalités politiques que vous avez fréquentées ou que vous connaissez du moins. Et on vous demande 2 adjectifs par personnalité. C'est le principe. C'est respecté. Il faut faire preuve de concision. Donc on va vous les nommer en fait. Faire preuve de souplesse. Yes, on va vous les nommer comme ça, vous n'avez pas besoin de... Enfin, J'aurais préféré donner une opinion sur sa femme. On peut la rajouter. Je vais devenir méchant, je vais pas. L'ingénieur va pouvoir l'écouter en direct. Hollande. Donc François Hollande tout d'abord. Indécis et probablement voilà, indécis. Il manque d'autorité. Non, Nicolas, sa femme, entre-temps, peut-être entre les deux. Valérie Trierweiler, avez-vous un petit... Je doute. Vous avez le droit d'en donner 2, hein. On ne vous demandait pas un effort aussi grand de concision. Alors, Nicolas Sarkozy, en 3e, voilà. Une grande capacité d'affection. C'est très rare chez les hommes politiques, une capacité d'empathie. C'était pas le cas pour beaucoup. Et puis en même temps, une extraordinaire pugnacité. Pas facile de travailler avec lui. Vous avez présenté votre dossier. D'abord, il connaît. C'est ennuyeux, parce qu'en général, c'est mieux quand votre patron ne connaît pas le dossier, c'est plus simple. Mais là, il connaissait souvent assez bien. Et le travail est un travail. Alors là, vraiment. Et en plus, j'ai fait des centaines de réunions avec Nicolas Sarkozy sur des sujets tous plus techniques les uns que les autres, enfin techniques avec une forte densité politique. Et Nicolas Sarkozy, au-delà du fait qu'il connaissait les dossiers, il ne souhaitait pas qu'on vienne avec des collaborateurs. Donc le pauvre ministre, qui est quand même souvent habitué à ce que ce soit ses collaborateurs qui lui préparent les trucs, il fallait, si vous n'étiez pas totalement au courant, et bien, il y avait le président de la République, parce que lui, il avait ses collaborateurs, le président de la République, le Premier ministre aussi, et donc vous planchez, et donc il vaut mieux que vous soyez vraiment au point. Et c'est une méthode, moi, que j'ai plutôt appréciée. Il est descendu dans le détail de tous les dossiers. Pour un chef de l'État français du XXIe siècle, je pense que c'est une nécessité. Quand on est élu par les Français, il ne faut pas survoler les dossiers. C'est pas au Premier ministre uniquement de le faire. La fonction de Premier ministre, elle doit évoluer. Donc Jean-François Copé. Jean-François, c'est à la fois quelqu'un qui n'a jamais rien, et puis qui a beaucoup d'ambition et une intelligence redoutable. Donc on retient intelligence redoutable et pugnace. François Fillon. C'est pas des adjectifs, tout ça, donc on peut essayer de... On essaye de... François Fillon. François, il est un peu secret, beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid et une détermination en béton. Intéressant. Marine Le Pen et... Alain Juppé, en fait. J'avais une petite confusion technique. Oui, j'avais un peu de confusion technique, c'est vrai. Alain Juppé, je le quitte justement, nous réunions tous les deux. Je trouve que Alain, il a une grande valeur morale, un grand sens de l'État, vraiment un grand sens de l'État. Et puis en même temps, Alain est un peu brutal dans ses appréciations sur les choses. Donc ça peut compliquer, au fond, un certain nombre de réformes. C'était le cas entre 1995 et 1997. Il voit juste, mais souvent, il n'emprunte pas la bonne méthode pour se faire. Ça lui a valu beaucoup de malheureusement, souvent d'ennui. C'est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect. C'est quelqu'un qui a un sens de l'État, une intelligence politique rare, mais parfois fait un peu trop vite.
Donc Marine Le Pen. Elle a bien géré l'héritage. On avait dit que le Front National mourrait en même temps que Jean-Marie Le Pen. D'abord, Jean-Marie Le Pen a l'air de résister à l'expérience de vie classique. Et Marine Le Pen, elle a vachement bien géré l'héritage. Sauf que maintenant, elle est vieillie par Marion Le Pen. Donc la différence d'âge est considérable. Et donc c'est plus un mouvement bleu-marine, mais ça va devenir un mouvement bleu-marine. Jean-Luc Mélenchon, voilà. 2 adjectifs là encore. Totalement populiste et déjanté. Il est déjà venu, s'il revient, on lui transmettra. Et pour finir, Jacques Chirac. Je crois qu'il le sait. Il le sait, d'accord. Et pour finir avec Jacques Chirac, on sait que vous l'avez beaucoup côtoyé. En fait, j'ai beaucoup moins côtoyé Nicolas Sarkozy et beaucoup moins en direct. J'étais secrétaire d'État, et secrétaire d'État, souvent dans les gouvernements, à part 2 ou 3, ils sont assez invisibles. Jacques Chirac, c'était beaucoup de la volonté de ne pas heurter, la volonté de changer, mais en même temps sans heurter, et donc en général ça ne fonctionne pas. Une forme d'immobilisme en réalité, sous une voilà, peut-être trop. Immobile. On va maintenant laisser la parole donc à l'Assemblée. Si vous avez des questions, merci de lever la main, de vous présenter et de poser votre question. Je dis ça de Jacques Chirac parce que j'ai été un militant actif, et donc j'ai une vision que je vous donne qui est interne en réalité. Bonsoir Monsieur Woerth, je m'appelle Thibaut Libert et je suis étudiant en 3e année à Télécom Paris Tech. Vous nous avez beaucoup parlé de la nécessité de réduire la dette publique, de maîtriser les dépenses publiques. Et vous êtes bien placé pour nous en parler puisque vous avez été ministre du budget. Je trouve frappant quand même de constater qu'il a fallu attendre la pire crise financière et économique depuis les années 30 pour que cette question arrive au cœur des débats publics. Et on se rappelle très bien de 2007 et des campagnes de cette époque, et on sait que cette question n'était pas du tout au centre des débats à cette époque-là, comme le prouve par exemple le fait que l'une des premières mesures du gouvernement Fillon a été de mettre en place le bouclier fiscal. Et j'aimerais savoir, d'après vous, comment s'explique une telle cécité de la part des élites politiques françaises, qu'elles soient de droite ou de gauche? Vous n'avez pas tort en disant que ce n'était pas une priorité du gouvernement. Moi, ça me rendait suffisamment malade. Et François Fillon un peu quand même. Parce que, quelle était l'idée à l'époque? On est avant crise. Donc la crise change le regard. Mais quelle était l'idée? Et le bouclier fiscal rentre là-dedans. C'est pas une mesure pour les riches. Enfin, ce débat, on l'a perdu, ce débat, ça c'est sûr. Mais la caricature est assez incroyable. L'idée, c'était de dire, ce qu'il faut, c'est développer les forces d'entrepreneuriat en France. On est trop tourné vers l'assistanat, il faut développer les forces d'entrepreneuriat. La France, les gens doivent oser, ils doivent innover, ils doivent construire, ils doivent inventer, et puis ceux qui inventent, qui construisent, etc., ils doivent gagner de l'argent. Et donc, ceux qui gagnent de l'argent de cette manière-là, si possible, ce serait bien qu'il y ait un taux maximum de pondération et de pression fiscale. C'était pas pour protéger tout le monde, c'était pour protéger les gens qui, à un niveau de revenu, ne payent jamais plus de 50% de leur niveau de revenu. C'est pas complètement idiot de se dire que dans une société, vous ne payez pas plus de 50% de ce que vous gagnez en impôts. Je pense qu'on a fait une grosse erreur. D'abord parce que c'était dans la campagne de Nicolas Sarkozy et qu'il l'a appliqué dès le mois de juillet. C'est totalement dans sa campagne, tout ça. C'est pas une lubie d'un coup d'après campagne. Donc il applique son programme et certainement il y a une différence entre un programme et une réalité. Et puis deuxième point, on n'aurait pas dû appeler ça bouclier fiscal parce que c'était très maladroit. On aurait dû expliquer ce qu'on voulait dire derrière, et puis en même temps faire probablement le RSA, c'est-à-dire faire un bouclier social et puis un taux de pression fiscale maximum, quelque chose comme ça, qui aurait mieux convenu à ce que la société française était capable d'entendre à ce moment-là. Mais tout ce qui a été fait pour essayer de diminuer la pression fiscale, à l'époque, avec un seul objectif, c'était de la croissance. C'était rechercher un point de croissance supplémentaire, de dire la France, elle ne peut pas vivre avec 2%, et encore, je montre probablement les feux, 2% de croissance structurelle, elle a besoin de 3%. Si elle veut payer son modèle social,
et si elle veut développer le pouvoir d'achat des Français. Et ce 3%, ce point de croissance supplémentaire, on ne le trouvera que dans une France plus productive, plus compétitive, et pour qu'elle soit plus compétitive, il faut réduire la part d'impôts, réduire la part du nombre de fonctionnaires, la part de dépenses publiques. Ça n'a pas été suffisamment vite. On a gelé assez vite les dépenses de l'État. Les dépenses, elles ont été gelées en volume, pour après tenter d'être gelées en valeur. Mais c'est des choses qui sont très difficiles à faire. Et puis la crise est arrivée, il a fallu commencer à parler de relance, de lancement de relance nécessairement par l'argent public. Donc, tout devenait à ce moment-là extraordinairement difficile. Et quand on a monté le plan de relance, moi je n'avais qu'une seule obsession. Je voyais bien qu'on s'éloignait donc définitivement des 3% pendant longtemps, mais je n'avais qu'une seule obsession, c'est que les dépenses qui soient mises en œuvre dans le plan de relance ne soient pas des dépenses pérennes. On n'arrive jamais à revenir sur une dépense en France. Donc ce soit vraiment des dépenses ponctuelles, et pour la plupart, elles l'ont été, ce qui a permis d'ailleurs, très rapidement après, de revenir à un niveau de dépenses publiques, en tout cas de déficit public, non pas acceptable, mais moins important que d'autres États. Mais le pas à franchir aujourd'hui pour simplement revenir aux 3%, il est extrêmement lourd et extrêmement important. C'est pour ça que, entendre parler sans arrêt de croissance, sans parler de finances publiques et surtout de dépenses publiques, de réduction de la dépense publique, et me semble-t-il mettre complètement à côté de la plaque et tromper les Français. Alors, une autre question. Bonjour monsieur, Thomas Deluger de Compiègne justement. Donc je fais partie de la 6e circonscription de l'Oise, donc j'ai fait la campagne des législatives avec François-Michel Godot, qui malheureusement a été défait par un communiste. Donc ça fait, non mais c'est quand même pas très drôle parce que ça fait mal au cœur de voir qu'on est dans un département de droite où Nicolas Sarkozy fait 52% au deuxième tour de la présidentielle. On est dans une circonscription de droite où François-Michel Godot est quand même député depuis un certain nombre d'années, dans une ville de droite où François-Michel Godot a fait 63% de voix aux législatives, et pourtant c'est un communiste qui est élu à cause d'une triangulaire avec le Front National. C'est la deuxième fois, la première fois c'était en 97, la deuxième fois c'est cette année. Voilà, ça fait quand même assez mal au cœur.